Mesdames, Messieurs, bonsoir. La pandémie à coronavirus continue de progresser en Côte d'Ivoire. Le 13 mai dernier, le pays comptait 1912 cas positifs et 24 décès. 98% de ces cas positifs sont concentrés à Abidjan. Cette crise sanitaire fragilise considérablement les plus démunis et les plus fragiles d'entre vous. Le 23 avril, un fonds de solidarité a été lancé par le gouvernement et 50 milliards de francs CFA alloués pour soutenir les personnes impactées par la pandémie. Malheureusement, vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à ne pas comprendre comment ce fonds fonctionne, à qui s'adresse-t-il. Alors ce soir, nous avons décidé de nous plonger au quotidien et dans le quotidien de personnes vivant dans la précarité, mais aussi nous avons décidé de suivre des agents missionnés. Ils doivent en réalité identifier et remettre des dons aux personnes bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, c'est un document inédit réalisé par les équipes de Soprod. En Côte d'Ivoire, d'après les Nations Unies, près de la moitié de la population vivrait avec moins de 737 francs CFA par jour. 90% des emplois sont issus du secteur informel. Pour freiner la Covid-19, de nombreuses mesures ont été prises, fragilisant ainsi les populations les plus démunies. Nous avons donc voulu savoir quel est aujourd'hui le quotidien de certains quartiers précaires d'Abidjan en pleine crise sanitaire et comment le plan de soutien social et humanitaire fonctionne. Yopougon Nyangon continue. Les causeries tournent tout autour des mesures prises par l'État. À cause du corona, on a l'habitude de les rendre visite, on ne peut plus les rendre visite. J'ai mon petit qui est docteur Moké, François. Je l'appelle, il dit mon petit, doyen, toi il faut rester là-bas d'abord. Il dit il faut rester là-bas d'abord. Hein. Il dit actuellement on ne rend pas visite, il faut rester là-bas. Quand ça va finir, là tu vas venir. Il dit là, c'est très sévère. Même à Paris de 21h, déjà tout le monde, c'est comme une prison. Non, tout que c'est une prison, mais c'est une autre assurance pour qu'on ait longue vie dans l'avenir. Isidore Gay, coiffeur, vit dans ce quartier précaire depuis plus de 26 ans. Il est locataire de cette habitation de fortune. Une pièce, sans eau courante ni sanitaire, de l'électricité au minimum, pour un loyer de 15 000 francs CFA par mois. C'est dans cette pièce que vous vivez avec vos 6 enfants? Oui. Ah oui, c'est ici. Est-ce que la crise à coronavirus a aggravé votre situation? Oui, ça la même. C'est lui-même qui a exagéré, mais puis on est en train de souffrir. Sinon, on se débrouillait quand même. On se débrouillait. Même avant la fin du mois, on peut avoir au moins 15 000 francs en question. Mais à cause de crise là, jusqu'à. J'ai fait 2 mois. Moi, la fin, ça fait 3 mois. 45 000. Où je suis à mon cœur bas. Je suis obligé de gêner aujourd'hui où je suis. Alors, pour demander pardon à Dieu. Sinon, ce n'est pas facile. Avant la crise, d'après ses dires, Isidore pouvait gagner avec son épouse, vendeuse de dokounou, plus de 170 000 francs CFA par mois. De quoi nourrir et donner un toit à leurs 6 enfants. Mais depuis 2 mois, cette famille vivrait uniquement de dons familiaux ou communautaires. Il pleut, il faut enlever ça. Mais on va faire comme on ne sait pas, c'est dur. Et puis non seulement on ne travaille pas, et puis on dit il y a qu'on a juriste qui est venu. Ça complique tout encore même plus. Quel sera l'avenir de nos enfants? Quel sera leur avenir? Bon, il va aller avoir année blanche, année couleur, on ne sait pas, on est dedans. Qui va venir à ton aide? Mais malgré, on est obligé d'accepter déjà. Depuis le début de la pandémie, les travailleurs les plus impactés par le Covid-19 sont ceux du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, des transports, des commerces spécialisés et du milieu culturel. En 2 mois, sur plus d'1 million de salariés, près de 19 000 employés se sont retrouvés au chômage technique. Conscient des difficultés auxquelles fait face la majorité de la population, le 21 avril dernier, le gouvernement prend le taureau par les cornes.
Le plan de soutien économique, social et humanitaire est le deuxième pilier de l'action du gouvernement pour faire face aux effets du Covid-19. Ce plan d'un coût de 1 700 milliards de francs CFA, soit 5% donc de notre PIB, vise à soutenir l'outil de production, à maintenir les emplois, à assurer une reprise rapide des activités économiques post-crise et à apporter un soutien humanitaire aux populations.
De son côté, Isidore, le coiffeur, père de 6 enfants, a tenu à nous présenter à tout le quartier pour que nous soyons témoins de leurs conditions de vie. L'absence d'eau courante en période de pandémie est difficile. Il y a corona ou bien corona, il y en a. Il faut laver à chaque arrêt, il faut laver les mains. Et nous, on n'a pas les moyens. Il n'y a pas l'eau pour laver, il n'y a pas ça. Comment on va faire pour pouvoir éviter aussi que nos maladies ne nous atteignent pas? Comment on va faire? On dit de laver à la télé, on dit de laver mains, de protéger nez. Cache-nez là, on paye. Il n'y a rien à manger. Il va payer cache-nez là, quoi. On dit de laver mains. Il y a laver mains là, quoi. L'eau, il n'y a pas l'eau au quartier. Ils ont coupé tout l'eau, tous les tuyaux. C'est sur un basine là. Basine qui est là, c'est 25. On est 5 dans nos maisons. Basine là, c'est 25. Donc combien je vais puiser? Et puis moi, mes enfants, on va boire. Et puis on va gagner aussi pour laver mains. Manger là, il n'y en a pas. Moi-même, je me débrouille là, ils ont fermé. Mon mari est carreleur, il n'y a pas de travail. Nous tous, on est à la maison. Pour manger là, c'est difficile. Est-ce que la pandémie à coronavirus a accentué votre souffrance ici, dans ce quartier? C'est trop. Parce que nous qui sommes là, la population qui est ici, on est délaissés. Nous sommes délaissés. On nous montre des dons, nous voyons à la télé, mais nous, on n'est pas concernés. On ne gagne pas. On ne gagne pas. Ça fait 3 mois. Moi, je dis précisément, ça fait 3 mois dans ma maison, il n'y a pas mangé. C'est un frère qui a envoyé un sac de riz comme mais tu vas te débrouiller avec. Matin, on a mangé un riz là, son coucher là, ça est là. Dans tous les quartiers sans eau courante, des trafiquants d'eau profitant de la pandémie pour vendre la bassine plus chère. Ainsi, avant la Covid-19, une bassine d'eau coûtait 25 francs CFA. Aujourd'hui, c'est le double. L'eau là, quand je vais prendre là. La cuvette là, c'est 50 francs. Ça là, c'est 50. Il n'y a pas 25. La cuvette là, c'est 50. Tu vas faire combien de tours? Je vais faire 4 tours. Donc tu donnes mon argent en même temps. Parce que moi aussi, je dois prendre pour aller payer riz pour donner à mes enfants. C'est un peu chaud. Comme mon mari est sorti un peu là. Moi-même, mon mari n'est pas là, il a voyagé. Ça fait bientôt 3 mois. Je suis seule avec mes enfants. Vous vous arrangez comment pour avoir de l'eau? C'est quelqu'un qui nous a branché. La seule de ce nous a donné et puis on revend. On revend. Est-ce que c'est difficile en ce moment de crise d'avoir de l'eau? Très difficile. On n'est pas dit trop, c'est très. On se fatigue. Quand il fait jour à 5 heures pour permettre à mes voisines d'avoir l'eau, depuis 5 heures, je suis sur pied. Moi-même là, depuis hier même là, je ne me sens pas bien. C'est pas rempli, madame. Mon cou me fait mal aujourd'hui. Mon cou me fait mal aujourd'hui, donc il faut faire doucement pour me charger. Bassine sur la tête, Marie parcourt plusieurs fois par jour les 300 mètres qui séparent sa maison du point d'eau. Dans moins de 18 mois, 1 600 000 personnes devraient bénéficier de l'eau courante dans les quartiers précaires. Les branchements sont en cours de réalisation par la SODECI. Isidore, de son côté, va pouvoir avaler son unique repas de la journée. On peut déjà soir. On mange une fois par jour. Même si je suis en train de manger, même si je n'ai pas besoin de faire dans ma tête, là, ma prière que ma vie change. Favorablement. Il faut que mes enfants, tous mes enfants m'arrivent à faire quelque chose de bon, à faire que ma vie prospère. Parce que moi, j'ai plus l'âge. Les enfants qui arrivent là, il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose de bon. Comme ça va m'aider. Le 16 mai dernier, la Côte d'Ivoire comptait 2061 cas positifs et 25 décès du Covid-19. De nombreux Ivoiriens, bien que vulnérables, n'ont pas encore reçu d'aide du gouvernement. Manque de compréhension de la part de la population ou manque de réactivité de la part des maires et des préfets. De son côté, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté accélère sa mise en œuvre. Il vient d'enregistrer 35 000 nouveaux bénéficiaires de l'aide gouvernementale. Mesdames, Messieurs, je me trouve actuellement aux côtés de Madame la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame. Merci de nous recevoir ce soir pour ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, consacré au Fonds spécial Solidarité Covid-19. Combien aujourd'hui de personnes bénéficient de cet appui gouvernemental?
Je crois que la question, c'est combien de personnes vont bénéficier. Parce que nous sommes en début, oui. Nous sommes en début de processus. Oui. Nous avons identifié pour le Grand Abidjan, oui. qui est l'épicentre même de la pandémie. 98%. 98%. J'allais même dire maintenant 100%, parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays ont été ramenés sur Abidjan pour assainir l'intérieur du pays. Donc, dans le Grand Abidjan, il s'agit de 177 198 ménages. Que vous recherchez. Qui sont concernés par cette opération. En ce qui concerne maintenant les dons, hein, de vivre et de non-vivre, à quel niveau nous sommes aujourd'hui? Les vivres et les non-vivres concernent l'ensemble du territoire. Oui. Nous en sommes aujourd'hui à 29 régions qui ont reçu et 29 régions qui couvrent 155 communes. On peut dire que ça fait autour de 77%. Et 77% de couverture nationale pour la redistribution des dons en vivres et non-vivres. Et ça touche 12 millions de personnes à peu près, dont 9 millions pour les dons reçus par les collectivités. D'accord. Et puis autour de 3 millions pour les dons reçus par les ONG. Donc ça fait une distribution de vivres pour 12 millions de personnes à peu près. Comment être sûr que ces listes sont fiables et qu'elles reflètent réellement la réalité du terrain en ce qui concerne les personnes identifiées, donc vulnérables? Nous faisons confiance aux élus. Nous faisons confiance au corps préfectoral et les ONG qui travaillent. Et avec les comités qui ont été mis en place, qui comprennent toutes les représentations de la société, c'est-à-dire les représentants de jeunes, représentants de femmes, chefs de quartier, chefs de communauté, nous disons que ce sont ces personnes qui connaissent les plus vulnérables en leur sein. Donc ce sont elles, ce n'est pas nous qui faisons les listes, ce sont ces personnes qui, au sein donc, du comité qui élaborent les listes. Et comment vous vérifiez? Mais puisque nous passons après, elles élaborent les listes et les transmettent au ministère de l'administration du territoire qui nous les transmet. D'accord. Donc, sur la base de la confiance que nous avons au corps préfectoral et en ces différentes entités, nous faisons les vérifications. Oui. Et après les vérifications, nous transmettons pour transfert monétaire. Et nous comptons sur vraiment la bonne foi, parce qu'on se dit que les gens ne peuvent pas vivre de la misère. Et pourtant, vous savez qu'il y en a qui vivent, qui tentent de le faire. Et pourtant, malheureusement, nous avons constaté, depuis le début de l'opération, qu'il y a des individus véreux qui profitent, qui demandent de l'argent pour inscrire, soi-disant, des vulnérables sur les listes. Ce sont des personnes qui se font, ces personnes vulnérables se font simplement gruger. Mais alors, gruger parce que c'est une opération qui est totalement gratuite. Il faut que les populations dénoncent ce genre d'attitude. L'État vient en aide aux vulnérables, l'État ne prend pas de l'argent avec les vulnérables. Il faut que la population soit vigilante, que la population dénonce toute personne qui va leur demander de l'argent pour s'inscrire sur une liste. Même si c'est un agent de la mairie qui vous demande de l'argent, il faut dénoncer. Si c'est un élu local qui demande de l'argent, il faut dénoncer. Mais il y a quand même, et ce n'est pas un secret de Polichinelle, je dirais, de la corruption qui existe à différents niveaux. Alors, vraiment... En tout cas, ce n'est pas au niveau du ministère. Oui, c'est sur le terrain. Ce n'est pas au niveau du ministère. C'est sur le terrain. C'est vrai que dès qu'on parle d'argent, des réseaux se mettent en place pour escroquer, mais nous en appelons à la vigilance des citoyens ivoiriens par rapport à cette opération de transfert monétaire. Alors, Madame la ministre, le 8 mai dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que tous les fonds de la riposte contre le Covid seraient gérés par le ministère de l'économie et des finances. Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen, en réalité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement potentiel et qu'il y ait une meilleure traçabilité de la gestion de ces fonds? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais l'opération de lutte contre la pandémie à coronavirus, c'est une opération qui se fait dans la transparence et avec l'implication de tous les ministères, en tout cas concernés. Oui. Sur le social, par exemple, il y a un comité de gestion. Et c'est ce comité de gestion qui comprend plusieurs ministères, tous les ministères dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le comité de gestion qui travaille. Nous travaillons ensemble. Les fonds sont logés au ministère de l'économie et des finances pour plus de traçabilité. Qu'est-ce que ça veut dire alors? La traçabilité, c'est qu'à l'instant T, on peut savoir qui a dépensé quoi. Ce n'est pas un désaveu?
Un désaveu de... Parce que, puisque ces fonds sont placés là-bas, est-ce que ce n'est pas un désaveu ou une interrogation par rapport à la gestion des fonds? Ben non, au contraire, il faut que l'Ivoirien, tous les Ivoiriens sachent que nous travaillons dans la transparence. Si vous voulez des informations, ben, par rapport à tel aspect, les 4 fonds sont logés au ministère de l'Économie et des Finances avec des garde-fous. Des garde-fous avec des comités de gestion, avec par exemple sur le fonds de la solidarité, nous assurons le secrétariat exécutif. C'est-à-dire que nous ne recevons pas d'argent. Nous recevons la liste, nous la travaillons, nous la remettons au comité de gestion, justement, qui comprend plusieurs ministères, et au comité de gestion maintenant de continuer le processus avec les paiements, l'argent logé dans une banque, etc., etc. Nous ne faisons que, je peux dire, que notre travail technique. Donc il y a des listes, on peut les regarder. C'est au nom de la traçabilité que les finances assurent la gestion quotidienne financière, comme son nom l'indique. Alors, je reviens sur une réunion qui a eu lieu le 7 mai avec justement les ministères techniques et des personnes qui sont identifiées pour valider ces listes. À la fin de cette réunion, il n'y a pas eu de validation. Elle n'a pas été validée en réalité sous réserve, je dirais, d'informations additionnelles. C'était le 7 mai, c'était le comité interministériel qui s'est réuni avec évidemment les ministères de l'administration du territoire et d'autres ministères techniques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous en sommes encore à déterminer les listes de qui fait quoi? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il n'y a pas à s'inquiéter puisque les différents ministères sont au travail. Je vous ai dit, à ce jour, 3 communes, 6 ministères ont donné des listes. Les autres communes sont au travail. Peut-être que ces communes et collectivités territoriales ont transféré les listes, je ne sais pas, mais ce que nous avons reçu, comme je vous ai dit, c'est ce que nous recevons, nous recevons des listes, nous faisons les vérifications et puis nous transmettons pour paiement. Donc, tous les comités sont au travail. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. On ne fait pas le travail dans la précipitation. C'est vrai qu'il y a l'urgence. Il y a des attentes, beaucoup d'attentes. C'est vrai qu'il y a l'urgence. C'est vrai qu'il y a les attentes. Mais au nom de la traçabilité, demain, nous devrons rendre compte de chaque centime dépensé sur ce projet. Chaque centime dépensé devra être justifié devant le contribuable, devant les partenaires, devant les Ivoiriens. L'Assemblée nationale aussi? L'Assemblée nationale aussi. Je viens de l'Assemblée nationale, où je suis allé présenter ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire et où est-ce que nous allons arriver. Et il n'y a pas eu d'interrogation particulière concernant, même si c'est officiel. Voilà, c'était une séance d'information. Une séance d'information. Voilà. Alors, à partir de quel seuil de pauvreté, en réalité, sont choisis les bénéficiaires? Le dernier chiffre que nous avons, c'est 2018. Le taux de pauvreté était de 37,2%. Alors, sur quelle base vous choisissez? Nous sommes partis du taux de 35%. Mais le ciblage est communautaire, c'est-à-dire que le ciblage est fait en temps réel. Quelqu'un qui était pauvre en 2015 peut ne pas l'être en 2020. Quelqu'un qui était riche en 2020 ou en 2018 peut ne pas l'être. Justement, ce sont les vulnérables du fait de Covid. En temps réel, avec Covid, qui est vulnérable? Voici les personnes avec qui, les personnes qui sont concernées. C'est le ciblage communautaire en temps réel. Durant notre reportage, nous avons donc sillonné plusieurs quartiers, et en particulier Yopougon, Niangon. Continue, il y a des personnes qui ne savent même pas que ce processus existe. Leur précarité, elle est vraiment visible à l'œil nu, mais elles n'ont pas été prises en compte. Elles ne savent même pas que ce processus, il existe. C'est la sensibilisation qu'il faut faire à outrance. Mais je suis quand même un peu surprise parce que depuis le début de l'opération, tout le monde souhaite recevoir les 25 000 francs. Tout le monde souhaite recevoir des vivres et des non-vivres. Et donc, par rapport aux vivres et non-vivres, nous avons choisi de donner, comme je l'ai dit, aux collectivités territoriales. Ce sont les présidents de conseils régionaux qui viennent réceptionner et qui les redistribuent sur le terrain. Et parlant des conseils régionaux, des mairies et corps préfectorales et tout ça, en tout cas, pour ce qui est des élus locaux, nous ne regardons pas l'appartenance ethnique. Nous ne regardons pas la couleur politique. Nous ne regardons pas l'appartenance religieuse. Parce que la maladie à coronavirus ne trie pas. Elle touche tout le monde. Et les vulnérables, on en a dans tous les partis politiques, on en a dans tous les groupes ethniques, on en a dans toutes les confessions religieuses. Je vous donne, à titre d'exemple, nous avons fait parce qu'on entend beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Nous avons fait des distributions selon ce mode opératoire. Le Moronou, qui a pour président du conseil régional
M. Afinguessan, qui est FPI, le Moronou a bénéficié. Mais le président Afinguessan est venu avec ses élus, qui sont d'autres bords politiques, mais ils étaient tous là. Parce que la personne qui est concernée, c'est la personne vulnérable. Ce n'est pas une distribution politique. Et je pense que les élus qui prennent et qui vont distribuer, ça peut même... Si ce sont des gens qui veulent être réélus, ils ont intérêt à élargir la base. Et alors, les personnes qui ne sont pas dans les partis politiques, elles font comment? Elles ne mangent pas. Et pourtant, elles sont victimes de Covid. L'opération que nous menons, c'est une opération républicaine. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas une opération RHDP, ce n'est pas une opération PDCI, ce n'est pas une opération FPI. C'est une opération républicaine qui ne tient pas compte des partis politiques. Un parti politique qui pense qu'il doit donner à ses militants, il peut acheter et donner à ses militants. Mais ce qui vient du gouvernement est adressé à tout le monde, sans coloration. Sans coloration politique. Alors justement, Madame la Ministre, quand est-ce que cette action de solidarité va s'étendre à l'intérieur du pays? On a parlé du mois de mai. Est-ce que vous avez une date exacte? L'intérieur du pays devrait démarrer dès le 1er mai. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas encore les listes de l'intérieur du pays. Elles passent par l'administration du territoire qui nous la redonne. Oui, Pour l'instant, nous ne les avons pas. Alors, on ne peut pas payer quelque chose qu'on n'a pas. Donc, Madame la Ministre, concernant l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'on attend? Pour l'intérieur du pays, nous attendons les collectivités territoriales qui sont transmises au point focal du ministère de l'administration du territoire et qui nous les remet afin que nous procédions aux vérifications pour envoyer les listes vers le comité technique. Pendant ce temps, des personnes sont vulnérables, elles attendent, elles se posent des questions. Et est-ce que le Covid ne va pas se terminer en Côte d'Ivoire avant que le processus soit terminé? Ce n'est pas la responsabilité du ministère. Comme nous voulons la transparence dans la gestion, comme nous voulons le ciblage communautaire, ce n'est pas nous qui faisons ce ciblage. Donc nous attendons que les comités de veille se mettent au travail et nous apportent les listes. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que des listes ont été faites. Oui. Les listes sont en train d'être revues justement avec, je vous ai donné l'exemple du traité, de la veuve, etc. Donc ils sont en train je pense qu'ils sont en train de reprendre les listes en fonction de cela. Voilà. Mais ces comités de veille... Mais si d'aventure les listes n'arrivaient pas... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Mais les personnes vont quand même recevoir. Sur quelle base? Quand la liste sera prête, quand on va nous la remettre, au lieu de payer un mois, on avait choisi de payer chaque mois 25 000, on va cumuler et puis remettre. On peut faire comme ça. Normalement, ce processus de transfert monétaire est censé s'arrêter. C'est 3 mois. C'est à partir de la réception des 25 000. C'est 3 mois, avril, mai, juin. Donc, au 30 juin, un mois. Au 30 juin, pour le Grand Abidjan, par exemple, on devrait avoir distribué plus de 13 milliards de francs CFA. Prochaine étape pour le ministère et un message, encore une fois, pour les personnes qui se sentent lésées par la distribution des fonds monétaires et des dons. La patience. Personne ne sera laissé au compte. En tout cas, les vulnérables seront pris en compte. Voilà. Madame la ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Merci de vous être prêtée à nos questions. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, la crise ou la pandémie à coronavirus n'est pas terminée en Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Respectez la distance physique d'un minimum d'1 mètre. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans le pli de votre coude. Et puis surtout, portez ce masque, pas seulement pour vous, mais également pour les autres. Vous vous protégez et vous protégez les autres. Pour revoir ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou son site www.rti.ci et bien sûr, sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons bientôt pour un autre numéro de votre magazine préféré. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. À bientôt.